Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, la problématique du secteur pétrolier, minier et gazier au Cameroun qui est marquée par une transition structurelle, passant d'une dépendance historique au pétrole vers une stratégie axée sur le gaz naturel et le potentiel minier dans un contexte de baisse de revenus. Quelles conséquences la non-maîtrise de ces ressources peut avoir sur l'économie nationale? Élément de réponse à suivre en seconde partie dans un entretien que nous accorde Thierry Armand Micom. Il est doctorant en droit extractif avec quelques propositions pour une meilleure gestion. Mais tout d'abord, ce sujet sur le potentiel minier du Cameroun, considéré comme immense et sous-exploité et estimé à des centaines de millions de tonnes de minerais divers. Le Cameroun possède un potentiel minier géologique très élevé et diversifié, sous-exploité, mais en phase d'industrialisation accélérée. Avec d'importants gisements de fer comme ceux de Mbalam, Kribi, Lobé, de bauxite comme celui de Mini-Martap, de cobalt, nickel et de rutile. Ce secteur est ciblé pour devenir un moteur de croissance économique. Des ressources largement sous-exploitées, d'après une évaluation de la gestion durable des ressources minérales au Cameroun, visant à aligner le pays sur la vision minière africaine. L'étude commandée par l'African Minerals Development Center de l'Union africaine et financée par l'European Union Technical Assistance Facility ainsi que les instruments de la ZLECAf montre que le Cameroun dispose d'un système d'information géologique et minérale avec des données couvrant la période de 1929 à ce jour. Le pays utilise des technologies modernes comme les levées aéroportées, mais reste confronté au défi du manque de fonds dédiés à la cartographie géologique, ainsi qu'une standardisation insuffisante de données. Conséquence, un manque de fiabilité du fait de leur méconnaissance. À cela s'ajoute l'absence d'une stratégie intégrée pour la collecte et la gestion de ces informations. Des faiblesses qui entraînent un manque de transparence dans l'attribution des licences et la divulgation des contrats. Les statistiques du Cameroun dans le secteur minier s'en trouvent affectées. D'après cette étude, le secteur minier contribue à environ 0,63% du PIB et représente environ 5% d'exportation. Sa contribution au budget national est inférieure à 0,2%. Toutefois, le circuit d'exploitation minière au Cameroun reste complexe, tant au niveau des procédures légales d'exploitation que des statistiques gouvernementales en termes de production et surtout du nombre d'exploitants. Et malgré la suspension de plus de 200 permis d'exploitation, il reste difficile selon plusieurs experts d'avoir la traçabilité des ressources minières sans aucun instrument adapté. Il est à noter que le Cameroun abrite d'immenses gisements de fer dont les premières exportations industrielles majeures se concrétisent. Les enjeux autour de ces minerais sont énormes, à savoir la transformation locale pour éviter une simple exportation de matières premières. Un secteur porteur, selon le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique qui va générer dès l'année 2026 près de 7 500 emplois directs et 15 000 indirects dans les domaines d'activité directement ou indirectement liés à l'industrie extractive. Je vous invite à présent à regarder cet entretien avec Thierry Armand Micom sur la problématique de l'exploitation et de la gestion des ressources minières au Cameroun. Bonjour Thierry Armand Micom et bienvenue dans Afrobusiness. Bonjour Armel et merci de m'avoir fait l'amitié de me convier à cet autre échange d'Afrobusiness. Alors, nous parlons de la problématique du secteur pétrolier, minier et gazier au Cameroun qui est marqué aujourd'hui par une transition de plus en plus structurelle, passant d'une dépendance historique du pétrole, notamment vers une stratégie axée sur le gaz et les autres produits, qui va justement faire mettre en avant le potentiel minier du Cameroun dans un contexte malheureusement où on connaît une baisse de revenus dans ce secteur. Alors, la première question que je vous pose est celle de savoir ou de nous faire un diagnostic justement de ces secteurs d'activité au Cameroun. Je dirais que c'est un secteur d'activité en plein essor, en pleine expansion. Nous n'aurons pas oublié que l'exploitation des usines à Makari s'était arrêtée en 2014 au gré des troubles dans la partie septentrionale de notre pays, est annoncée. La reprise des activités est annoncée pour cette année 2026 ou 2027. Et nous avons également le projet de Yoyo-Yolanda, le projet gazier de Yoyo-Yolanda, qui est exploité conjointement entre le Cameroun et la République de Guinée équatoriale. Je dirais que les réserves de ce projet sont estimées à 2500 milliards pieds cubes de gaz.
Et ce gisement est exploité en association avec la société américaine Chevron, qui est un major dans le domaine de l'exploitation, le domaine de l'extractif, de l'industrie extractive. Alors, maintenant, le clou, le gros de l'effectif, c'est le projet minier, ce sont les projets miniers. Et il y a un très beau spot qui passe depuis 3 jours dans lequel le ministre des Mines, le professeur Foucalixtus Gentry, fait un état des lieux des projets miniers actuellement lancés au Cameroun. En 2025, je dirais qu'il y a 5 projets qui ont été lancés. Très bien. En premier, nous avons le projet de Bipindi Grand Zambie, qui est ici exploité par J-Stone. Nous avons également le projet de Sinosteel pour l'exploitation du minerai de fer dans la Loubé. Nous avons l'exploitation du minerai de la bauxite à Mini-Martap par Kamal Kwesa. Nous avons le projet d'exploitation de l'or de Colomiers par Kodias. Et enfin, nous avons le projet d'exploitation du calcaire pour relancer le secteur du ciment par Simancam. Et c'est dans la région de Bizar, à Figuil, c'est dans l'extrême nord, dans la partie septentrionale tout au moins. Donc voilà les 5 projets qui ont été lancés en 2025. Il y a d'autres de l'avis du ministre qui sont prévus pour l'année 2026. Il s'agit notamment du projet de l'or de Baguéné avec Chandon Resources. Il s'agit également du projet de l'or de Bipemi dans la région septentrionale du pays, dans le nord particulièrement. Et cette fois-ci, l'exploitation sera faite par le Britannique Oriole. Nous avons également le projet du minerai de fer de Mbalam par la Cameroon Mining Corporation, SARL. En 4e position, nous aurons le projet d'exploitation du minerai de fer en Kout. C'est dans la région sud du pays, notamment dans le département du Djé et Lobo. Nous aurons également le projet d'exploitation du fer de Ngovayan. Vous voyez que le secteur minier est assez fourni, assez structuré, est assez garni en termes de projets et de projets structurants pour notre pays, ce qui n'est qu'une aubaine, j'ai envie de le dire. Très bien. Alors, vous parlez justement de ces différents projets que vous venez de déballer. Ça veut dire qu'on passera de 40% à un peu plus au cours de ces prochaines années. Espérons-le. Le ministre nous dit qu'il est à espérer. Les projets globaux, ces 10 projets sont estimés à 450 milliards de dollars, avec une participation, un partage de production de 10%. Ce qui nous met à peu près dans les 45 milliards de dollars, 45 milliards de dollars de son avis, si j'ai bien fait le calcul. Voilà, donc nous espérons une manne pétrolière. Et puis, il a ajouté que, il poursuivait en disant que si on ajoutait les dividendes, les impôts sur les dividendes, les impôts sur le revenu, les impôts sur les infrastructures, on pourrait espérer des retombées de 1000 milliards de francs CFA. Très bien. Qui, de mon avis, constitue une manne non négligeable, mais je pense que pour un pays comme le nôtre, avec le potentiel humain qu'il regorge, c'est moins payé. Très bien. Alors justement, le cours de l'or, vous venez de l'évoquer, atteint des sommets, aujourd'hui de grands sommets, mais le Cameroun lui peine, vous avez parlé des populations, à tirer justement profit de sa production aurifère. Et on a d'ailleurs vu le dernier rapport de l'ITI qu'il mentionnait clairement. Il montrait un écart spectaculaire entre les exportations officiellement déclarées par le gouvernement et les chiffres avancés par ces pays-là qui importent. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui, malgré l'annonce justement par le ministre des Mines ? Le ministre des Mines dit que l'industrie artisanale sera restructurée. On va passer désormais un mode de gestion en vase clos, dit-il. Et on obligera ces mines artisanales à déclarer un seuil minimal de production. De mon avis, de mon humble avis, je ne sais pas si ça va résorber le problème, parce que le problème va demeurer, le problème demeure. Si vous vous souvenez, sur une de vos émissions, je faisais déjà état de ce que, de notre point de vue, la modification du décret instituant Sonamine, la Société nationale des mines du Cameroun, l'article 4 notamment doit être modifié. On doit étendre les missions de la Sonamine, notamment l'achat et la commercialisation des mines du Cameroun. Ça nous évitera, autant que faire se peut, ce décalage entre les déclarations des uns et des autres. Parce que, rendez-vous compte, aujourd'hui, on ne sait pas qui exporte. Très bien. Et ça crée un flou.
Or, en attribuant ces missions à la SONAMIN, cette mission notamment d'achat et de vente, c'est-à-dire de commercialisation de l'or, on saura où se renseigner. Je crois qu'on va tout au moins fermer les vannes et en cas de désaccord, en cas de disparité d'informations, on saura à qui s'adresser et où s'adresser. Très bien. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ICI, a également parlé d'une filière minière qui reste largement opaque. Et alors, est-ce qu'ici, on a l'impression que le manque de traçabilité va disparaître? Et comment inverser la tendance? Parce que jusque-là, on n'a pas les chiffres réels sur le terrain. Alors, je le disais dans mon propos, dans la question précédente, la traçabilité, l'absence d'opacité ou bien la clarté ne sera fait que si, à notre niveau, l'État prenait les décisions qui s'imposent. Il faut, et d'ailleurs le ministre l'a mentionné, et les autres spécialistes du domaine le disent, il faut doter la SONAMIN de moyens colossaux, de moyens conséquents pour pouvoir remplir efficacement ses missions. Il y a déjà en amont ce que je disais tout à l'heure, il faut modifier ce décret. La SONAMIN devrait avoir, de mon humble point de vue, les mêmes missions que la SNH a dans le cadre du secteur pétrolier. Si on ne permet pas à la SONAMIN de jouer ce rôle de bras séculier de l'État, en ce qui concerne l'exploitation minière, nous ne sommes pas prêts de sortir de l'auberge, de mon point de vue. Et les raisons, ou alors, ce qui a lieu de faire, je l'ai déjà dit tantôt, modifier le décret qui porte création de la SONAMIN, notamment l'article 4, étendre les missions. L'article 4, il reste sur le papier. Physiquement et sur le terrain, on a l'impression qu'il manque justement l'applicabilité de ces différents articles qu'on a sur le papier. L'article 4 en lui ne donne pas à la SONAMIN la possibilité d'acheter ou de vendre. Ok. C'est aux opérateurs privés de le faire. Exact. Et quand on sait combien nos frontières sont poreuses, quand on imagine la corruption, quand on imagine tous les maux qui gangrènent notre pays et qui pourraient gangréner le milieu, on peut comprendre aisément et à notre corps défendant pourquoi ce genre de choses perdurent. Par contre, dans le secteur du pétrole, vous vous rendez compte que la SNH, c'est le bras séculier de l'État. Quand il faut signer les conventions, c'est la SNH. Le partage de pollution, c'est la SNH. La vente pour le compte de l'État, c'est la SNH. Et même la SNH prend des parts dans bien d'entreprises du secteur. Vous voyez que là-bas, c'est quadrillé. Le scandale de Glencore, vous le savez, on a su où toucher. Et on sait au moins, tout au moins, on sait où toucher, à qui s'adresser. Et les enquêtes, c'est beaucoup plus facile de diligenter les enquêtes dans cet état des choses. Par contre, dans l'autre secteur, j'ai envie de dire que c'est encore un tout petit peu désorganisé. J'ai envie de le dire aussi. Alors, le professeur Fou Galetsus Gentry reconnaît quand même la limite de l'État. Vous avez parlé des financements. La SONAMIN manque de moyens financiers et l'État devrait, vous l'avez également dit, y mettre du sien. Mais pourquoi ne pas se tourner vers les opérateurs économiques privés pour justement que la SONAMIN puisse se relever? En effet, les PPP, c'est-à-dire que les partenariats publics-privés seraient ici une aubaine pour justement relever. Mais n'oublions pas que la SONAMIN, tout comme la SONARA, sont des entreprises de souveraineté. En termes de finances, je ne connais pas, à ma connaissance, d'entreprises nationales dans le secteur extractif dans lesquelles, peut-être Aramco en Arabie Saoudite qui a ouvert son capital à hauteur de 5% pour appeler les investisseurs étrangers, mais je dirais que généralement ces entreprises sont la part exclusive de l'État. Il n'est pas exclu, j'ai donné l'exemple d'Aramco tout à l'heure, il n'est pas exclu que le capital soit ouvert aux opérateurs privés, ce qui permettrait de renflouer les caisses et d'apporter du sang financier à l'activité, ce qui est une très bonne chose par ailleurs. Et l'État devrait suivre cet exemple. Mais de mon point de vue, le problème pourrait être ailleurs. Peut-être qu'avec les questions qui vont suivre, je pourrais mieux m'étaler. Justement, c'est des faiblesses. On fait face à des faiblesses que rencontre la SONAMIN et notamment le Cameroun. Et cela a forcément des conséquences sur l'économie locale et l'économie nationale, comme le manque de transparence, par exemple, dans l'attribution des licences et la divulgation des contrats. Pourtant, là, vous avez cité 10 projets qui ont été lancés et la plupart sont conduits par des étrangers. Le président de la République, lors de son adresse, je crois à la jeunesse, le 10 février dernier, disait qu'il mettait 50 milliards comme dotation pour les jeunes, pour les projets jeunes. Il me souvient également qu'à Menganga, il y a une école des mines. Nous avons des spécialistes qui sont formés dans nos écoles, dans les matières, dans les disciplines telles que la géologie.
toutes ces personnes, ces jeunes-là sortis de ces écoles pourraient se mettre ensemble, monter des projets, les faire cautionner par la SONAMIN pour se faire octroyer des crédits afin de se lancer dans le secteur minier. Ils ont l'expertise intellectuelle. Je suppose que pendant leur formation, ils font tout au moins des travaux dirigés qui vont dans ce sens, des travaux pratiques et des travaux dirigés qui vont dans ce sens. Et avec le temps, chemin faisant, ils acquéreront de l'expertise et une expertise avérée dans le domaine extractif. De mon point de vue, ça pourrait être une aubaine, ça pourrait être une piste à exploiter, ça pourrait être une niche. Parce qu'on aurait dans le secteur des personnes qui ont de la connaissance et qui auront de l'expérience au fil des années. Ça pourrait non seulement résorber le chômage, ça va en plus entraîner des flux financiers en matière d'impôts, ça va créer de l'emploi, ça va capaciter même ceux qui seront porteurs de ces projets puisqu'ils deviendront ipso facto des capitaines d'industrie dans notre pays. Je crois que l'État devrait encourager les jeunes dans ce sens et les encadrer notamment. Très bien. On a parlé de 10 projets miniers. Est-ce que l'État camerounais ne va pas vite en besogne puisque les projets précédents, on ne voit pas la traçabilité. Il manque de transparence justement dans ces projets précédents et on ajoute 10 autres projets. Est-ce que justement on ne court pas le risque de s'embourber davantage? Je préfère garder la position institutionnelle. C'est pour ça que vous m'avez appelé sur ce plateau. Je ne veux pas me lancer en conjecture. Je fais confiance à ceux qui nous dirigent. Mais vous maîtrisez le droit extractif, c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Il n'y a pas question d'aller contre le gouvernement, mais ce que vous voyez, d'après la lecture que vous faites actuelle. Bon, j'avais remarqué, nous avions tous remarqué, lors de la signature du contrat avec Sinosteel pour l'exploitation du minerai de fer dans la Lobé, dans les maladies de la Lobé, il y a eu un branle-bas. Les scientifiques sont sortis, tout le monde est allé de son analyse, comme quoi il y avait une réelle opacité. On ne voyait pas, d'ailleurs le contrat n'avait pas été mis à la disposition de la société civile pour qu'il puisse être décrypté. C'est l'une des choses que vous décriez. Mais de mon point de vue, le problème dont souffrent les États d'Afrique, les États qui sont détenteurs des ressources minières, c'est d'abord ce problème d'asymétrie d'information. Et je ne suis pas le premier à le décrire. Mahama Lawan Gaya, ancien secrétaire général de l'APO, African Petroleum Producer Organization, qui s'y connaît en la matière, l'avait déjà décrié bien avant moi et beaucoup d'autres spécialistes. L'État, lors de la signature, lors des discussions, lors des négociations des contrats pétroliers, miniers, gaziers, ne s'entourent pas. Les États africains ne s'entourent pas souvent d'experts, malheureusement. Deuxièmement, les États rechignent à investir. Parce que, je vous parlais tout à l'heure d'asymétrie d'information, ce sont les multinationales qui ont toutes les informations sur nos richesses minières. Et tenez-vous tranquille, Amel, le plus souvent, les multinationales ne jouent pas franc jeu en termes d'information sur ce que représentent nos réserves minières et pétrolières. Je vais vous donner 2 exemples, 2 cas de figure. La mine de Simandou, c'est en Guinée. Je ne trahis pas un secret, c'est documenté, c'est acté, les gens peuvent suivre. Il y a eu la première estimation qui avait été faite par, le nom m'échappe, ça va me revenir, par l'entreprise qui était chargée d'exploiter la mine, faisait état de 2,5 milliards de réserves avec une très petite teneur. Mais au gré de la crise financière de 2008, elle avait été obligée de divulguer ces chiffres. Et alors, l'État guinéen découvre que, en réalité, cette mine, c'est plutôt 8 milliards, plus de 8 milliards de tonnes de fer, et c'était le fer le plus riche de la Terre, plus de 65% de teneur du minerai en fer. Donc, je peux donner un autre exemple, la bauxite de Gambie. C'est sensiblement les mêmes choses. Et l'ancien SG de l'APO dont je parlais tout à l'heure disait que les chiffres qui sont généralement donnés dans le secteur extractif, notamment le secteur pétrolier, dans l'article que j'ai lu, le secteur pétrolier, relève des fantaisies coloniales. Comme pour dire que tout ce qu'on nous donne généralement en termes de chiffres, pour ce qui concerne les réserves de nos minéraux, ne sont pas justes. C'est pourquoi j'invite les États africains à faire une contre-expertise. Je vous dis ici que toutes les contre-expertises, ou presque toutes qui ont été faites, révèlent une disparité dans la communication des chiffres. Très bien. C'est premièrement là où nos États pêchent. Peut-être que vous aviez une autre question à poser.
Alors, pourtant, je reviens sur le cas du Cameroun. Les populations, je l'ai dit, notamment riveraines, n'arrivent pas à bénéficier. Pourtant, c'est clairement mentionné dans l'ITI que les populations doivent être bénéficiaires également des ressources. Une étude montre que le secteur minier contribue à environ 0,63% du produit intérieur brut et représente pratiquement 5% des exportations. Malheureusement, sa contribution au budget national reste inférieure à 0,2%. On a l'impression que c'est un peu contraire, antagoniste, tout un désordre. C'est un gap, vous le disiez tout à l'heure, avec le scandale de l'or. L'ITIE parle de 54,6 tonnes. Le Cameroun parle, je crois, de 5... bref, des kilogrammes. Oui. Hein? Je ne vais pas le chiffre exact. C'est un problème structurel. Vous parliez également de la compensation des populations qui étaient expropriées, qui ont été chassées. Et je me souviens de cet article, de ce podcast du professeur Omotunde, père son âme, qui disait que le défi pour les populations africaines, quand on découvre une ressource minière ou pétrolière, c'est la suivi. Par contre, ailleurs, ça rend les gens riches. D'accord. Cet exposé, pour moi, était évocateur. J'étais encore jeune chercheur à l'époque, c'était suffisamment évocateur. Et en même temps, je regardais un autre documentaire aux États-Unis, le pétrole qui a été découvert au Texas. Aux États-Unis, la loi sur la compensation, qu'on appelle la loi MNN Domain, que je mobilise d'ailleurs dans le cadre de mes travaux de recherche, prévoit que le propriétaire du sol, celui qui a un titre foncier, pour reprendre le langage du Cameroun, un titre foncier, est également détenteur des substances qui se trouvent dans le sous-sol. Ce qui n'est pas le cas dans nos États. Nos États ont hérité du droit régalien, tout appartient. Mais je crois que c'est le code, les différents codes prévoient quand même une compensation juste, et même les textes internationaux prévoient une compensation juste des populations. Sauf que comment est-ce que cela devrait-il se faire? Comment ces populations doivent être compensées? Et je le parle dans mes travaux également. Je pense qu'on devrait faire nôtre la loi MNN Domain des États-Unis, qui prévoit au moins 3 niveaux de compensation pour les populations. Premièrement, on doit les récompenser sur la base de la superficie qui a été prise. Ça reste leur patrimoine traditionnel, c'est là-bas que les ancêtres ont vécu. Et à un deuxième niveau de compensation, l'évaluation des biens qui ont été détruits. Ça peut être des forêts, vous allez me dire que la forêt appartient à l'État, ça peut être des forêts sacrées, cette fois-là, elle appartient à la communauté, ce sont des maisons, ce sont des champs, ce sont des cases. Troisième niveau de compensation, cette fois-là, l'État, de mon point de vue, sur la base du principe de la divisibilité du titre minier, l'État, de mon point de vue, si j'étais négociateur, je m'arrangerais à ce que l'État ait 40% du titre minier, l'investisseur 40%, les populations locales 20%. Mais cela ne va pas de soi. Il y a des choses qui doivent être faites. De mon point de vue, pour y parvenir, il faudrait que tous les États africains parviennent à faire ce qu'on appelle le cadastre minier. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais ça nous donnera de l'envergure lors des négociations. Qu'est-ce que j'entends par cadastre minier? Délimiter les zones minières, délimiter les réserves dans ces zones et délimiter la teneur en minerais. Très bien. Vous avez justement embrayé sur ma dernière question, qui est celle de l'industrialisation qui revient. Alors, et selon l'ITI, ces dysfonctionnements, ce manque de transparence, cette opacité a causé la perte de pratiquement 1,8 milliard de francs CFA pour la Sonamine sur la seule année 2023. Je n'ai pas les chiffres récents qui n'ont pas encore été publiés. Alors, et face à cette situation, le directeur général de la société d'État a réclamé la fermeture pure et simple de beaucoup d'entreprises ou de sites déclarés illégaux du côté de l'Est. On avait un peu plus de 150 sites miniers qui ont été fermés jusqu'à leur mise en conformité. Alors, pour vous, quelles propositions pouvez-vous faire pour un meilleur suivi de nos ressources, pas seulement de l'or, mais toutes les ressources minières du Cameroun? Les propositions que je fais sont les mêmes que j'ai déjà faites par ailleurs. Pour moi, il est vital pour nos États d'établir le cadastre minier. De mon point de vue, c'est le point de départ. Il y a sûrement d'autres propositions, c'est pour cela que j'ai dit que vous avez commencé à répondre à mes questions. Exactement. Deuxièmement, l'autre chose qu'il faudrait faire, c'est capaciter la Sonamine. Troisièmement, aider les jeunes. On parle toujours de l'auto-emploi. Les jeunes sortis de l'école des mines, leur donner les moyens de se lancer dans cette activité. Et pas seulement dans l'agriculture ou l'élevage.
Eux, au moins, ils ont l'expertise en termes de mines. Ceux qui ont fait l'école d'agronomie pourront se lancer aisément dans l'agronomie. D'accord. L'autre chose qu'il faut faire, c'est les populations. Tout à l'heure, vous parliez d'indemnisation des populations. Si on donne une indemnisation juste à ces populations, on leur permet d'être partie prenante au projet. Par exemple, je prendrai un exemple. Pour un projet minier, si les populations sont, entre autres, parties prenantes et actionnaires au projet, les petits services qui pourront être rendus là, ils pourront créer des petites entreprises pour rendre service, je ne sais pas, livraison de nourriture sur les chantiers, livraison de ceci. Ça fait de l'entrepreneuriat et ça donnera pas seulement à voir ces populations comme des populations misérables, mais des populations entreprenantes et entrepreneuses. Oui. Donc voilà un faisceau de propositions que je peux faire. Il y en a beaucoup d'autres qu'on peut faire. Vous parlez d'industrialisation. L'offre énergétique doit être améliorée. Les économistes ont l'habitude de dire que l'économie, c'est l'énergie transformée. Vous voyez encore qu'on a un gap. L'offre énergétique du Cameroun, les besoins d'énergie du Cameroun sont de 4500 mégawatts à peu près. Nous sommes encore à environ 1500. Il y a un gap de plus de 3000 mégawatts à combler. Il vous souvient que l'année dernière, en fin d'année dernière, le Kenya a inauguré le plus grand barrage d'Afrique qui coûte 4000 milliards de dollars et produit 5000 mégawatts. Et ce barrage a été conçu sur les fonds propres de l'État. Bon, quand je dis fonds propres, je veux parler des redevances et la participation des partenaires publics-privés. On peut ouvrir ce secteur de l'industrie, ce secteur de l'énergie au Cameroun. Nous tous, nous serons d'avis, nous serons heureux d'investir et pour avoir une énergie de qualité de façon à ce que l'industrialisation aille de soi dans notre pays. Et c'est un moteur de développement, c'est un moteur qui appelle les capitaux de flux financiers, de construction d'infrastructures. Bref, les retombées minières sont incommensurables pour un État et une économie comme la nôtre. Merci à vous Thierry Amand-Micom pour ces explications et ces éclairages. Je vous en prie, c'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir confié à cette magnifique chance, cette magnifique émission. Alors je rappelle que vous êtes doctorant en droit extractif, le pétrole, le mine et les gaz. En effet. Un entretien qui met également un terme à ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter ou encore sur LinkedIn. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et à très vite.